Bonsoir à tous. Doit-on faire de la sexualité un sujet tabou entre parents et enfants? À quel moment faut-il commencer par parler sexualité avec son enfant? Comment aborder le sujet? Vous aurez dans cette émission l'avis des principaux concernés à travers leurs témoignages. Et sur ce plateau, 4 invités pour débattre du sujet. Nous avons à partir de ma gauche la sœur Tiziana Borsani. Vous êtes sœur salésienne de Don Bosco et directrice exécutive de l'ONG IFMA. Juste à côté d'elle, nous avons M. Mabou Arokbossi, point focal santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au ministère de la Santé. Il faut le dire, il est médecin de santé. Sur la droite, j'ai Madame Nassirine Ariori Faton, actrice de la protection des enfants et gestionnaire des projets de développement. Et juste à côté d'elle, nous avons Monsieur Adeosi Adeogun, psychologue. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Avant toute chose, nous allons essayer de comprendre un peu le concept de la sexualité responsable. Alors dites-nous, Monsieur Adeogun, qu'est-ce que c'est que la sexualité? Ok, merci madame. La sexualité, d'abord, il faut dire, quand on prend un être humain, nous avons notre corps. Et il faut être sûr de ce que nous avons sur notre corps. Et donc, parler de sexualité, c'est parler de notre corps. Donc, la sexualité revient à définir notre corps à partir du plaisir que ce corps nous procure. Mais seulement que sur ce corps, il y a des zones qui sont beaucoup plus excitantes que d'autres. Par exemple, il y a la bouche, il y a l'anus. La bouche, lorsque l'enfant tète le sein de sa mère. Il y a l'anus, lorsque on met l'enfant sur le pot, il trouve du plaisir. Et il y a les appareils génitaux à partir d'un certain moment. Et donc, tout ça là se définit selon la progression de l'âge de l'enfant, selon le développement de l'être humain. Et donc, voilà un peu. Et que peut-on comprendre par sexualité responsable? Alors, la sexualité devient responsable lorsque la personne fait usage de ce qui est à sa disposition de façon adéquate à ce moment. Et donc, la responsabilité se définit, comme je viens de le dire tout à l'heure, selon les âges et le stade où l'enfant se situe. Quand je prends l'exemple d'un enfant de 5-6 ans, ce n'est pas... On constate dans notre société des enfants qui s'adonnent à une déviance à cet âge. Alors, est-ce que c'est responsable de sa part? Quel responsable il faut interpeller à ce niveau? Est-ce l'enfant ou ses parents? Lorsque je prends un adolescent ou une adolescente qui attrape une grossesse, je me pose la question de savoir la responsabilité à ce niveau se situe où? Est-ce la responsabilité de l'enfant qui a attrapé la grossesse ou la responsabilité des parents qui ne lui ont pas donné les éléments nécessaires pour ne pas attraper cette grossesse? Et lorsque je prends un jeune qui a déjà, par exemple, 22 ans ou plus, qui n'a pas de boulot, qui ne fait rien et qui va engrosser une femme, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il peut faire face à ce qu'il vient de mettre en jeu? Et voilà, donc ça veut dire que la responsabilité se définit niveau par niveau, compte tenu des éléments d'appréciation que nous avons en face de nous. Madame Faton, êtes-vous de cet avis? Quelle définition avez-vous de la sexualité responsable? La sexualité responsable, c'est de pouvoir être acteur de sa vie, ne pas subir et pour cela se connaître mieux, s'aimer et aimer l'autre, savoir anticiper. C'est ce que j'ajouterais à ce que M. Adeogun vient de dire parce qu'il a été vraiment bien explicite. Voilà, nous sommes sur ce plateau pour parler de l'éducation à la sexualité responsable. Si on devait définir ce thème-là, de quoi retourne ce concept? Le concept de responsabilité. De l'éducation à la sexualité responsable. Et lorsque nous parlons de l'éducation à la sexualité responsable, il faut se focaliser sur les 5 piliers qui font l'équilibre psychique, l'équilibre psychologique de l'être humain.
Et quels sont ces 5 piliers? Il y a le corps, il y a le corps physique, il y a le corps affectif, c'est-à-dire que tout ce qui relève de nos sentiments, de nos émotions. Il y a le corps mental, tout ce qui révèle de notre cohésion, de notre intelligence. Il y a le niveau social, les relations, l'altérité, le lien à l'autre. Et il y a aussi la spiritualité qui englobe les religions. Donc ces 5 domaines concernent ce que nous appelons, ce qui concerne la sexualité. Et donc ça fait une définition, ça fait une complexité, ça fait ce que nous appelons l'éducation complète à la sexualité. Alors, notre thème ce soir renvoie un peu à la problématique de la santé, de la reproduction et de la santé sexuelle chez les adolescents et les jeunes. Dites-nous, Monsieur Arok Bossi, où en sommes-nous au Bénin? Merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'exprimer aujourd'hui sur ce sujet si sensible et si intéressant à la fois. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'éducation complète à la sexualité, comme M. Agdeogun l'a déjà à suffisance définie, hein, c'est juste pour donner une définition plus opérationnelle, c'est simplement une manière d'enseigner la sexualité et les relations interpersonnelles. Mais comment il faut le faire? Il faut le faire de manière qu'elle soit adaptée à l'âge, qu'elle soit culturellement pertinente, parce que chaque culture a ses spécificités, et il faut que cet enseignement soit fondé sur une information précise, réaliste, et qui s'abstient de tout jugement de valeur. Donc je pense qu'au Bénin, depuis la rentrée 2018-2019, nous avons commencé la phase d'expérimentation du premier programme d'éducation complète à la sexualité que nous appelons, que nous avons appelé de nos voeux depuis quelques années. Donc depuis cette rentrée, donc, il y a un certain nombre d'établissements dans le Bénin qui sont en train d'expérimenter cette approche et qui sera évaluée à la fin de l'année et qui nous permettra vraiment de prendre des décisions et d'envisager, pourquoi pas, l'extension à tous les établissements du pays. Monsieur Adéogun, pouvez-vous nous faire dresser un état des lieux de la situation de la santé reproductive des adolescents et des jeunes au Bénin? Oui, au Bénin, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Aoudi, nous constatons aujourd'hui dans notre pays que beaucoup de filles tombent en grossesse déjà au collège. Le chiffre, c'était 2600 quelque chose pour le compte de l'année 97. Et cette année aussi, dans le travail que nous faisons ensemble avec les sœurs salésiennes, nous découvrons pas mal des enfants qui sont violés, des enfants de 5 ans, des enfants de 6 ans, des petites filles qui sont violées par des grandes personnes. Alors, est-ce qu'il faut se laisser par rapport à ces observations que nous faisions? Et donc, c'est pour cela qu'il y a au niveau de l'IFMA, nous avons mis des processus de protection des enfants en place pour aller au secours de ces enfants. Nous allons y revenir, M. Adéogun, mais avant, je voudrais demander à M. Arok aussi de nous dire les risques auxquels les enfants s'exposent en termes de santé, de reproduction. Merci. Il faut dire que la situation du Bénin, si on veut parler de notre pays, ce que nous pouvons vraiment noter, qui est vraiment une ligne, un fil rouge qui traverse, qu'on peut utiliser pour caractériser l'état de la situation, c'est que en général, nous avons une sexualité, une fécondité et une nuptialité précoce. Nous avons une sexualité précoce en ce sens que les chiffres sont là. Hein, dans la dernière étude de
l'enquête démographique de santé qui est actuellement la 5e et la 4e ont montré qu'en général, nous avons à peu près 15 à 25% de nos enfants qui, avant l'âge de 15 ans, ont déjà commencé une vie sexuelle. Et bien entendu, s'ils ont déjà commencé une vie sexuelle, c'est avec toutes les conséquences qu'on peut encourir lorsque nous sommes dans une telle situation. Les conséquences, c'est que nous assistons à des grossesses. Donc la plupart d'entre elles, malheureusement, ont accès à la vie sexuelle, mais ne savent pas se prémunir, par exemple, contre éventuellement les grossesses. Et donc, ne sont pas préparés à la parentalité, mais cependant, en général, c'est la grossesse qui survient. Et nous constatons malheureusement que la moitié, à peu près la moitié des Béninoises, avant leur 18e anniversaire, sont censées avoir déjà eu leur première grossesse. C'est une situation vraiment très préoccupante, d'autant plus que ce n'est pas seulement les grossesses que nous avons également les mariages précoces et non désirés qui malheureusement font légion. Ainsi donc, nous savons qu'au Bénin, à peu près une femme sur 3 est déjà mariée avant d'avoir 18 ans. Une telle situation est une situation d'autant plus préoccupante parce qu'elle empêchera d'accéder au développement. Ça veut dire que la plupart des femmes de notre pays ne pourront pas vraiment participer au développement tout simplement de leur nation. La situation est préoccupante, vous l'avez dit, mais dites-nous aussi quelles sont les actions qui sont menées au niveau de l'État pour faire prendre conscience aux jeunes de leurs responsabilités par rapport à leur sexualité. Il faut dire que ça va assez vite que l'État, avec tout le peu de moyens dont il dispose, cherche à freiner et à améliorer la situation. Et nous savons que l'une des approches les plus efficaces pour faire face à cette situation passe par l'éducation. C'est justement pour cela que nous avons vraiment appelé de nos voeux la mise en place de l'éducation complète à la sexualité que nous appelons au Bénin l'éducation à la santé sexuelle qui a commencé. Il faut dire que c'est tout un processus qui nous a mené au démarrage de ce programme-là, qui consistait à avoir l'aval et l'accompagnement de toutes les parties prenantes, des enseignants eux-mêmes, puisque sans eux, il n'y a pas de programme d'enseignement, l'accompagnement des acteurs de santé qui doivent soutenir les enseignants dans le cadre de ce programme. Il y a l'accompagnement également des parents, sans lesquels vraiment nous irons droit dans le mur, mais bien entendu l'accompagnement des adolescents eux-mêmes, parce qu'ils sont acteurs du système. Donc c'est ce processus d'échange entre les différents groupes qui nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. La deuxième voie que l'État a suggérée est que si vraiment, après avoir tenté l'éducation, et qu'il y a vraiment des difficultés à certaines personnes à partir de cette éducation, à prendre en main leur propre vie et que malheureusement, ils ont déjà fait leur choix. Et dans ce cas, l'État également se doit de les accompagner et de ne pas les laisser sur le carreau de la route du développement. C'est pour cela qu'il est proposé des méthodes de contraception dans les établissements de santé pour faire face également à cette situation. Alors, nous avons sur ce plateau la sœur Tiziana Borsani, la directrice de l'ONG IFMA des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, une organisation qui s'investit énormément dans des actions pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille, et plus précisément dans la réduction des violences à l'égard des filles et des femmes. Ma sœur, présentez-nous brièvement votre organisation. Merci et bonsoir à tous. Les filles de Maria Ausiliatrice, les sœurs salésiennes de Don Bosco, sont au Bénin depuis 1992.
Mais la congrégation au niveau mondial a commencé en 1872 et est une congrégation religieuse dans le monde entier. Nous sommes présents dans les 5 continents et donc nous travaillons avec aussi le volet masculin pour l'éducation intégrale des jeunes, de la petit âge, de l'enfance jusqu'à l'état adulte, l'accompagnement des jeunes couples, mais aussi un intérêt particulier à la femme et à la jeune fille. Donc au Bénin, nous sommes là depuis 26 ans et en tant que structure comme ONG, on avait déjà commencé dans l'éducation et on a constaté vraiment les problèmes sociaux, surtout à Cotonou. Et on a commencé avec une point d'écoute au niveau des marchés d'Antopa, un point qui est encore là, qui fait face à tous les problématiques des jeunes filles qui travaillent au milieu du marché. En vue qu'il y avait une violence aussi physique grave, au bureau on a encore des premières photos qui témoignent cette violence cruelle faite sur le corps des filles. On ne pouvait pas les remettre dans les mains de la tutrice ou des parents. Et c'est ainsi qu'alors un foyer d'accueil, maison d'accueil, aujourd'hui on appelle le foyer Laura Vicuña, était créé. Et après, au fur et à mesure qu'on voyait les problématiques des enfants, des jeunes, donc la problématique des enfants déscolarisés, vidéomégones, pas scolarisés, scolarisés, qui n'avaient pas encore eu accès à leur certificat de base, on l'a aidé avec une école de la deuxième chance, l'école alternative Saint-Joseph, est née depuis 2004, et on a vu que les goûts de l'éducation, de l'instruction prenaient, les jeunes ont continué dans les études. Après, on a les volets de les filles mères, on a la maison du soleil. Il faut apprendre des jeunes qui accueillent les filles mères et qu'on accompagne cette jeune adolescente qui se trouve dans un état de grossesse, donc à faire face à une autre responsabilité, celui d'être mère. Mais aussi voir beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à certains niveaux scolaires, une formation professionnelle à brève durée. Et ça intervient à la Maison de l'Espérance avec les 4 volets et aussi la ferme dans le milieu rural. Mais on a vu les problématiques des mineurs en conflit avec la loi. Et aujourd'hui, on peut constater que beaucoup plus de mineurs sont emprisonnés à cause des viols qu'on fait sur les jeunes filles. Donc, il y a tout un ensemble. Il y a le collège Laura Vicuña, il y a l'ISFES qui prépare au niveau professionnel. Tout pour dire comme notre attention dans la protection, parce que pour éduquer, tu dois aussi protéger s'il y a ce manque des besoins fondamentaux de l'être humain. Et puisque nous parlons de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, dites-nous quelles sont les actions menées au niveau de l'organisation dans ce sens. Oui, merci. Nous sommes convaincus, comme le pape François est en train de dire, nous sommes en plein synode sur les jeunes à Rome, donc où on a parlé aussi de cette problématique. Et nous sommes convaincus que la sexualité, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie de l'être, pas seulement humain, mais de l'être femme et de l'être homme. Et que l'éducation doit commencer depuis, j'ai dit, du ventre de sa mère. Et ça, c'est fait par les parents, c'est fait par l'encadrement familial, où l'enfant grandit. Et
Et si je sais que mon être corps, ma personne, ma façon d'aimer, mettre en relation avec les autres, est un fruit aussi d'une éducation, alors en se mettant dans le volet de l'éducation, on ne peut pas nier ces cadeaux et faire comprendre aux gens des plus petites que tu as une dignité, tu es un enfant de Dieu. Et donc, aider chacune de commencer petitement, graduellement, à se protéger. Mais d'une protection qui est pour protéger la dignité. Parce que quand on parle d'un viol sexuel, on oublie toujours qu'il y a un viol de la personne. Un viol d'une personne qui ne voulait pas faire un acte. Et donc, d'élargir le regard sur l'intégrité de la personne humaine et de la respecter comme terre sainte, comme quelque chose de sacré. Et donc, c'est ça la responsabilité qui nous vient. Madame Fatan, vous intervenez aussi au niveau de l'IFMA. En tant qu'actrice de la protection des enfants, quel accompagnement apportez-vous à ces derniers? Okay. Merci, madame. Je vais partir des cas que nous recevons pour dire qu'on a des enfants, des petits-enfants, 5 ans, qui sont victimes de violences sexuelles, physiques et tout. On les reçoit des diverses structures de l'État, centre de promotion sociale, brigade des mineurs, etc. Et police républicaine aujourd'hui, voilà, et qui oriente ces enfants vers le centre. Et par rapport aux prises en charge que nous avons, nous accueillons ces enfants, nous les écoutons. Donc il y a déjà la prise en charge psychosociale qui est faite. Par la suite, lorsque cela est nécessaire, la prise en charge psychologique est faite à ces enfants. Il y a également la prise en charge médicale, parce que lorsque l'enfant est victime de viol, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas un problème que ce viol a causé sur son appareil génital. Donc, il y a la prise en charge médicale également qui est faite. Et nous sommes en partenariat avec certaines structures agréées et qui nous accompagnent dans ce processus. À part ces prises en charge, il y a l'hébergement. La sœur disait tout à l'heure que nous accueillons les filles mères victimes de violences. Lorsque les parents les ont, une fille qui tombe enceinte à l'âge de 14 ans, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 15 ans, le parent dit « tu m'as honnie » et on renvoie cette fille de la maison. Cette fille est à la rue et c'est ces genres d'enfants que nous retrouvons et avec l'aide de l'OCPM et de toutes les structures, nous accompagnons. Donc il y a un hébergement sécurisé qui est offert à ces enfants et il y a toute la prise en charge, la réinsertion professionnelle parce que l'enfant est enceinte et lorsqu'elle va accoucher, lorsqu'elle doit reprendre en main sa vie, lorsqu'on va lui donner toutes les compétences de vie courante, qu'on va la former sur tout ceci, il faut qu'elle puisse faire quelque chose de sa vie. Donc, il y a une réinsertion professionnelle qui est faite et nous avons un centre que nous appelons la Maison de l'Espérance qui forme les enfants dans 4 métiers, boulangerie, pâtisserie, cuisine, savonnerie. Et lorsqu'il y en a de ces enfants qui ne veulent pas faire ces genres de métiers, ils font le métier qu'ils désirent dans les autres centres en partenariat avec le collectif des artisans. Donc à part tout ceci, la sœur a dit que nous mettons l'accent sur les enfants, sur les filles, sur les jeunes, mais également sur leurs parents. Parce que lorsque le parent n'a pas les moyens, et surtout la femme qui est vulnérable autant que la fille, lorsqu'elle n'a pas les moyens pour accompagner ses enfants, tenez-vous tranquille, même lorsqu'on va faire toutes les prises en charge qu'il faut
cet enfant, quand il va se retrouver encore dans sa maison, il sera retrouvé très tôt dans la rue. Donc, il y a une prise en charge en activité génératrice de revenus qui est également faite à l'endroit de ces femmes, voilà, de nos bénéficiaires et, voilà, et des communautés dans lesquelles nous travaillons. Donc, nous allons aborder à présent la question de l'éducation à la sexualité responsable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet élément témoin. Il s'agit des témoignages de quelques jeunes filles sur la manière dont elles gèrent leur vie sexuelle et les conséquences enregistrées. Suivez plutôt. Elle a 3 mois. Lorsque ma maman me disait de ne pas faire ce genre de trucs, voilà, je suis un peu têtue. Donc, je vois que mes camarades, eux, ils ont enfants. Et en plus, les camarades ne disent même pas la vérité. Ils m'ont demandé si j'ai un gars. J'ai dit non. Ils m'ont dit ta voix. Sinon, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas là que j'ai commencé. Quand j'ai tombé enceinte, j'ai cassé ça à mes parents. Donc, maman me demande, c'est que j'ai trouvé mon premier et oui. Elle m'a dit de marquer la date. Donc, quand le jour là c'est arrivé, elle m'a demandé si j'ai trouvé. J'ai dit non, que ça arrive. Et ça fait 2 mois, 3 mois, et maman me demande. Donc, je lui ai dit que je suis enceinte. J'ai commencé à partir à l'âge de 18 ans. Quand je suis tombée enceinte, moi-même je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à un truc pareil. Bon. Finalement, j'ai accepté parce que je ne sais où cela finirait un jour. Il fait un temps, je me suis laissée aller, mais si tu sais que tu peux tomber enceinte, il faut que tu te protèges. Donc, c'est ça qui m'a un peu balancée. Je suis finalement tombée enceinte. Et ma première expérience, c'est à l'âge de 16 ans. Là où au moment où j'ai un gars qui, au moment là, je ne connaissais rien de sexe. Et puis, j'étais sortie avec un gars. Mais lui, il aime tellement aller au sexe. Et des fois, je lui posais la question, pourquoi il aime le sexe comme ça? Et il me dit que je suis fille et je ne connais rien du sexe. Ou bien mes parents ne m'ont pas éduquée. Donc, de cette allure, moi, je suis rentrée un jour à la maison. J'ai demandé à ma mère qu'est-ce que c'est que le sexe. Et maman m'a dit, si je reparle encore, qu'elle va me chiffrer. C'est ma grande soeur qui m'a expliqué comment se faire les choses. Et des fois, elle allume des feuilletons d'amour et je regarde. Donc, le gars avec qui je suis, lui, il aime tellement le sexe. Donc, j'ai dit que moi, je veux parler au sexe. Si il veut avoir une femme au but d'aller au sexe avec lui, que moi, je vais me laver les mains, puisque je ne peux pas gâcher ma vie pour un plaisir de 5 minutes. Voilà, sœur Bossani, quel est votre regard, votre lecture par rapport à ces témoignages sur la réalité des jeunes? Merci. En écoutant, vraiment, je pensais à comme dire, être responsable, tu es responsable seulement dans la liberté. Et la liberté, c'est un chemin qui, jour après jour, grandit avec la personne. Et je suis dans la liberté, je peux poser des actes responsables quand je connais, je peux choisir. Donc, la responsabilité d'éduquer, pas seulement, l'éducation, c'est pas seulement instruction, c'est pas seulement donner les cadeaux pour se protéger à droite, à gauche, et vraiment connaître et vraiment savoir de quel s'agit, et aussi savoir choisir de dire non. Et ça, c'est la liberté. Et sinon, les abus, les violences. Par contre, la démission des parents dans l'éducation est très grave. Et
c'est vrai, on indexe toujours les jeunes ne sont plus comme les jeunes d'un temps, chacun pense à son enfance, à son adolescence, mais les jeunes aujourd'hui sont vraiment bouleversés dans une société qui est déjà depuis globalisée, d'une société où on peut dire, mais tu peux connaître tout par Internet, mais ça c'est encore très grave parce qu'ils ne savent pas où chercher, où s'appuyer. On constate beaucoup d'enfants qui ne savent pas parler, mais ils savent manipuler un smartphone, qui savent rentrer par Internet. Il faut dire que ça c'est le danger le plus grave. Parce que sans une éducation, sans un accompagnement, sans en parler, la sexualité, ce n'est pas un tabou, c'est un cadeau de Dieu. Vous voulez donc dire que la responsabilité des parents est engagée. Monsieur Adéogun, avec tout ce que nous venons d'entendre, pensez-vous que l'éducation à la sexualité responsable est effective au Bénin? Merci, madame. Je me pose aussi cette question, si l'éducation à la sexualité est vraiment effective. Parce que lorsque nous sommes en contact avec les parents et on leur pose la question à quel moment vous commencez à éduquer vos enfants, et la majorité, pour 98%, disent que c'est à partir de l'adolescence. Alors je me dis, comment un poisson qui est déjà sec, comment on peut la couper encore, et le couper? Ça pose un véritable problème. Et donc ça devrait commencer depuis le bas. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le témoin de tout à l'heure? Nous avons 2 filles qui sont déjà mères, et il y a une, et c'est à 16 ans, elle va vers la maman pour demander ce qu'on appelle le sexe, et on va la gifler encore si elle continue à parler de ça. Or, lorsque nous naissons, nous avons dit tout à l'heure que c'est la connaissance de notre corps. Lorsque nous naissons, quand vous observez nos mères laver leur bébé, quand on prend le bébé, on commence par toucher chaque partie de son corps pour lui faire prendre conscience des limites de son corps et plus tard de l'altérité. Lorsque l'enfant commence à téter, l'enfant ne se distingue pas de ça, mais jusqu'à ce niveau, c'est au moment où l'enfant mord le sein de la mère et la maman la caboquée, il se rend compte que c'est 2 personnes différentes. Et quand on veut commencer le lavage, c'est pas le sexe, on commence. Je vous reviens sur ce point. Avant, je voudrais demander à M. Arop aussi, en tant que représentant de l'État sur ce plateau, et au regard des témoignages que nous venons de suivre, n'aurait-on pas raison de douter de l'efficacité de l'éducation sexuelle dans notre pays? Non, il faut d'abord dire que malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore mis en place un programme d'éducation complète à la sexualité au Bénin. Nous sommes en train de nous préparer pour maintenant démarrer le programme, plaise à Dieu, si l'évaluation de la phase expérimentale est concluante. C'est dire que les pouvoirs publics ont bien pris conscience du problème, mais ils savent que c'est le chemin pour qui va nous donner le succès, c'est un chemin qui est encore long, qui est encore périlleux, où nous aurons encore beaucoup de choses à apprendre. Et faut-il le souligner, mais il faut bien le dire. Il faut dire que pratiquement le Bénin, le premier pays de l'Afrique de l'Ouest, a initié un programme complet d'éducation à la sexualité. Donc ça veut dire que même si nous n'avons pas encore fait de grands pas, nous sommes au moins conscients de la situation et les pouvoirs publics se donnent les moyens. Pas plus tard qu'il y a environ 1 mois, le ministère en charge de la famille a élaboré et validé un guide national de dialogue entre les parents et les enfants, de discussion par rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a tout un effort qui est en train d'être fait pour que cette situation soit changée. C'est déjà un grand pas qui est franchi, et l'influence des amis et des camarades de classe a été longuement pointée du doigt, vous l'avez suivi.
Madame Faton, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je pense que les adolescents et les jeunes voient la sexualité par suivisme et par manque d'information. Par suivisme parce que la fille voit que ses camarades ont déjà des copains et parce qu'elle n'est pas valorisée en tant que telle, doit aussi en avoir pour que ses camarades la reconnaissent comme une fille qui peut se mettre au même niveau qu'elle. Donc je parlerai du suivisme, du manque d'information, et manque d'information parce que le sujet est en fait tabou. La sexualité est tabou lorsque on doit dire à maman ou à papa, écoute, et comment on fait telle chose, mais pourquoi ton sexe est ci, pourquoi le mien est comme ça, pourquoi... On trouve déjà que les parents sont gênés et les enfants le sentent. Les enfants connaissent leurs parents et ils sentent lorsqu'ils sont en train de poser les questions aux parents et que les parents les refoulent ou disent du mensonge, les enfants le savent très bien et savent que cette question, je ne dois plus la poser à mon papa ou à ma maman. Ils savent très bien et là, ils vont vers leurs camarades qui ne disposent pas aussi de la bonne information, vers des amis, vers voilà, donc qui n'ont pas toujours la bonne information et voilà, ils se mettent dans des activités voilà, qui ne sont pas toujours bien pour leur bon développement. Voilà, merci. Nous allons encore prendre l'avis du psychologue sur les différents facteurs qui influencent le comportement sexuel des adolescents et des jeunes. Oui, les facteurs qui influencent le comportement des jeunes, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Déjà, à partir de l'adolescence, il y a un réveil physiologique au niveau de l'individu. Et ce que nous appelons le désir apparaît. Et quelle forme de désir? Le désir sexuel. Et en ce moment, le sexe que nous avons connu antérieurement, qui était par exemple organe pour uriner, devient organe génital. Et en ce moment, du point de vue psychologique, tout ce qui se passe, c'est-à-dire que l'enfant, le jeune ado veut passer à l'acte sexuel. Et donc, est-ce qu'en ce moment, ce jeune est déjà prêt pour aller à l'acte? Or, de façon naturelle, tout ce qui se passe en lui, c'est d'aller expérimenter la chose, la curiosité. Et voilà que sur le plan biologique, tous les organes qui doivent répondre de ça ne sont pas encore sur place. C'est comme si on prend un bébé qui n'a pas encore 1 an, qu'on dépose sur les pieds. Plus tard, on va constater que les pieds se coupent. Et donc, si un enfant comme ça, qui est un jeune, qui n'a pas encore la maturité biologique qu'il faut, va à l'acte, ça va désorganiser les choses au niveau de son cerveau. Et les conséquences sont là, aussi bien sur le plan médical, sur le plan psychologique, comme sur le plan social. Parce que sur le plan social, tout ce qui va résulter de cet acte, si ça va mal, il n'est pas le seul à y faire face. Et donc, sur le plan médical, nous avons parlé, ça dit que l'enfant attrape une grossesse, ce qu'on a, il a 2 choix, soit IVG, il avorte interruption volontaire de grossesse, ou... Qui a aussi ses conséquences. Il y a aussi ses conséquences. Donc, voilà. Alors, ma sœur Borsani, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine influence au point de vue religieux sur le comportement sexuel des enfants? Tous nos actes ont des conséquences. Tout ce que nous posons a des conséquences sur notre vie. Et c'est l'éducation, c'est l'orientation, c'est vraiment c'est l'éducation profonde de la personne. Un couple marié doit s'éduquer, doit se respecter. C'est pas que parce qu'il y a un désir, alors on va aussi au-delà de la couple, par exemple. Toutes les personnes adultes sont dans ce chemin d'être orientées. C'est pas que nous faisons ce qui nous plaît, ce que je le désire. Maintenant, j'ai le désir de boire, mais je dois attendre.
Donc, savoir attendre, savoir donner le temps. Et on commence dans les petites choses. L'enfant fait des caprices parce qu'il veut quelque chose et tu vas dire non, attends. Tu peux, tu as fait, mais dans 10 minutes, je te donnerai le repas. C'est une éducation, vous voyez, dans les petites choses qui, après, quand on arrive à devoir gérer une thème comme une situation comme celle de la sexualité, alors on comprend que pas tout est donné, pas tout ce que je veux, je peux l'avoir. Et alors c'est vraiment une éducation beaucoup plus profonde qui va vraiment à faire grandir des adultes responsables, parce que ça c'est un autre sujet, les violences, mais pas seulement entre adolescents. Il y a trop des adultes qui abusent sur des filles. Et des adultes qui doivent protéger Normalement. les mineurs. La sœur parlait tout à l'heure de l'Internet, l'accès des jeunes à l'Internet. Pensez-vous qu'il y a un impact d'éthique et surtout des médias, la télé, par exemple les novelas, sur le comportement sexuel des enfants? Oui, c'est tout à fait normal parce que une question qui ne se discute pas à la maison va se discuter au dehors. Lorsque le parent ne peut pas parler de ce qui est orienté l'enfant sur la voie normale, l'enfant ira chercher ailleurs ce qui se fait. Même à la maison, quand vous défendez à l'enfant de suivre la télé, il va auprès des autres enfants et on lui raconte. Et vous allez constater parfois, vous n'êtes pas à la maison, l'enfant sort de chez lui pour aller vers un copain ou une copine pour aller suivre. Et aujourd'hui, les téléphones ne coûtent plus rien. L'Internet, le forfait Internet est pratiquement gratuit. Et donc, l'enfant prend avec 100 francs un téléphone de quelqu'un, il peut aller taper quelque chose. Et tout ce qui sort avec les virus qui montrent les pornographies et consorts, l'enfant tombe sur ça. J'ai eu un cas comme ça, l'enfant de 9 ans qui est tombé en manipulant sa tablette, qui est tombé sur quelque chose de pornographique, qui l'a excité, qui l'a attiré. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée et dedans. Et finalement, l'enfant là, bon, je me demande si elle est encore récupérable aujourd'hui, parce qu'elle s'est donnée à tout ce que vous ne pouvez pas imaginer sur ce chemin. Donc voilà un peu. Concrètement, comment est-ce que les parents doivent s'y prendre? Ok. Pour y arriver, il faut commencer dès le bas âge, à commencer par parler de sexualité à l'enfant. Et parler de sexualité à l'enfant, c'est commencer par lui dire, par exemple, quand on prend les enfants à l'âge de 4-5 ans, quand le garçon veut uriner, vous voyez comment il brandit son pénis et il fait le geste, alors que la petite fille qui est à côté se dit « Ah, moi je ne peux pas faire ça ». Les parents doivent, et quand la petite fille va vers le parent pour lui dire « Ah, ce que Jacques a fait là, moi je ne peux pas faire », c'est aux parents d'expliquer que ce que Jacques a sous les jambes et ce que vous avez sous les jambes ne sont pas différents, et de ne pas faire asseoir ici la différence sexuelle à travers une différence de j'ai quelque chose que tu n'as pas, qui fait la supériorité de l'homme sur la femme, ce que nous observons aujourd'hui de façon vraiment inadmissible. Et donc, les parents doivent éduquer l'enfant et commencer par lui parler tôt, selon son âge. Il faut lui servir les informations selon les informations que l'enfant peut avoir en ce moment. Parce qu'en ce moment précis, l'enfant ne sait pas que l'organe sexuel qu'il a est un organe procréateur, mais un organe pour uriner. C'est plus tard que ça vient, et petit à petit. Donc, quand on commence comme ça, petit à petit, à l'adolescence, l'enfant est plus accessible à parler de sexualité, et même quand l'enfant découvre quelque chose au dehors, il va rapporter et vous allez échanger sur ça. Il faut commencer tôt, mais à quel âge, Monsieur Aaron aussi? Il faut commencer le plus tôt que possible. Le plus tôt que possible, c'est pour cela que le Bénin a opté, dans le cadre du programme d'éducation à la santé sexuelle, de commencer le déroulement du programme dès la maternelle. Le plus tôt que possible,
Si on pouvait commencer même dans la maternelle, on le ferait. La raison, elle est toute simple. Je rappelle toujours, l'éducation complète à la sexualité, c'est pas seulement une manière d'enseigner la sexualité, mais c'est une manière d'enseigner aussi les relations interpersonnelles. Or, un enfant, il a besoin d'avoir vraiment une base solide en matière de relations interpersonnelles dès le plus bas âge. Il faut que l'enfant soit capable de s'identifier, hein, et de commencer à faire respecter son propre corps, à protéger son propre corps. Imaginez une fille à qui on a appris que personne ne doit toucher votre corps. Quelle que soit la personne ne doit pas toucher votre corps. Votre corps, là, c'est pour vous. Évidemment, cet enfant-là, lorsqu'elle grandira et que quelqu'un tentera de toucher son corps, elle lui dira non. Parce qu'on lui a déjà appris toute petite que personne ne touche son corps. Personne ne doit soulever ma jupe. Si l'enfant le sait, déjà, il y a quelque chose d'important. Je suis une fille, il est un garçon. Je suis un garçon, il est une fille. À la maison, les filles et les garçons doivent faire les mêmes travaux. Si on n'apprend pas ces choses, et tout cela se rentre dans le compte de l'éducation complète à la sexualité. Le problème, c'est les parents. Ce n'est pas les enfants, c'est les parents. Nous, les parents d'aujourd'hui, et même les parents d'hier, nous ne sommes pas préparés à cette situation-là. Nous-mêmes n'ayant pas été formés avec cette approche, nous avons des difficultés à échanger avec les enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons maintenant inventer une nouvelle manière pour essayer de conduire les parents à prendre conscience de leurs responsabilités et à les assumer. J'allais justement vous demander s'il existe une éducation sexuelle de type africain, selon le contexte africain et béninois en particulier. Est-ce qu'on dira qu'il y a une éducation de type africain? Mais ce qui est sûr, on sait que l'éducation sexuelle, pour être efficace, doit être culturellement pertinente. C'est-à-dire qu'elle doit se dérouler dans un environnement social avec un certain nombre de valeurs. Donc ce sont les valeurs que nous avons, qui nous dicteront un peu ce qui sera fait. L'éducation complète à la sexualité qui sera faite au Bénin ne peut pas être celle qui sera faite en France, parce que nous n'avons pas la même culture. Encore moins ne peut être celui qui sera fait au Sénégal, parce que nous n'avons pas la même culture non plus. Donc nous devons vraiment tirer notre éducation que nous avons de nos racines, de nos valeurs qui sont celles de nos traditions et de nos communautés. Est-ce que nous devons chercher à copier les modèles des autres cultures, étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes? Oui, vous savez, un poisson ne peut vivre que dans l'eau. Quand vous le sortez de l'eau, si vous ne lui préparez pas un terrain du genre, il ne peut pas vivre. Donc on ne peut pas vivre en dehors de notre culture. Donc chaque peuple avec sa culture doit éduquer les enfants selon cette culture. Mais est-ce que vous pensez que les parents ont les aptitudes pour aborder la question avec les enfants? C'est pourquoi il faut commencer tout de suite par sensibiliser aussi les parents, parce que les parents, l'éducation d'hier, ce n'est plus l'éducation d'aujourd'hui. Les informations que nous avons aujourd'hui, surtout nous avons parlé de TIC, les parents n'ont pas ces informations. Il faut donner ces informations aux parents afin que ces parents aussi puissent vraiment accompagner les enfants. De tout ce qui précède, on comprend aisément que la communication parent-enfant est plus que nécessaire. Alors, comment instaurer ce climat de confiance et de dialogue entre parents et enfants, ma sœur? Dans nos différentes structures, nous avons les parents sont impliqués, soit au foyer comme à la Maison de l'Espérance, dans une semaine éducative, formative, les parents doivent être impliqués. Et aussi, on a une école des parents. Dommage qu'on n'arrive pas à avoir un accès parce que les gens ne viennent pas beaucoup, ne sont pas nombreux. Et peut-être ils ne comprennent pas l'importance de cette école
qui est une école où apprendre un langage, connaître le langage des jeunes aujourd'hui, les moyens qui peut-être que ne sont pas les mêmes qu'ils ont reçus avant. Et donc c'est très important parce que on devient parent, on n'est pas parent, on devient parent avec ses enfants. À ce propos, justement, nous avons recueilli les avis des adolescents eux-mêmes sur l'importance de la communication parents-enfants. Je vous invite donc à suivre l'élément. Je regrette parce que si maman m'avait bien averti, je ne peux pas aller au bout comme ça. Les parents n'ont qu'à commencer par donner de bons conseils à leurs enfants à la maison. Et en plus, nous les enfants là, on n'a qu'à suivre ce que nos parents disent à la maison. Puis c'est fini. Je conseille aux jeunes filles de faire comme moi, de se patienter jusqu'à la maturité et de s'abstenir pour ne pas tomber enceinte des grossesses non désirées. Moi, je comprends que le fait que les parents ne parlent pas de la sexualité avec nous les filles, ça nous dérange et puis ça nous conduit à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Si nous regardions la télé par exemple et que les parents sont là et par exemple les blancs commencent par s'embrasser, on dit éteins la télé en même temps ou bien on vous chasse. Donc nous jeunes, on s'entête par curiosité pour voir pourquoi les parents nous interdisent de ne pas regarder ce genre de trucs. Donc, j'aimerais leur dire que quand leurs enfants atteignent l'âge de puberté, de commencer par leur en parler pour qu'ils ne prennent pas des risques, pour qu'ils ne tombent pas enceintes, pour qu'ils n'attrapent pas des maladies sexuellement transmissibles, par exemple, que de beaucoup en parler à la maison avec les parents. Nous les femmes là, pour mettre des choses, on doit avoir quelque chose en main avant de s'approcher à un homme. Et en plus, je vais dire que les camarades là, ils ne donnent pas de bons conseils. De l'autre côté aussi, quand tu es jeune, il faut que tu essayes d'écouter tes parents, parler un peu de ta vie personnelle à tes parents, ne pas trop te cacher sa vie personnelle, sinon ça nous amène à faire beaucoup d'erreurs. Et voilà qui est dit, la responsabilité des parents est toujours interpellée, les parents sont toujours interpellés. Dites-nous, où est-ce que les parents peuvent se renseigner, s'informer et se faire former, par exemple, sur l'éducation sexuelle de leurs enfants? Ce sera votre mot de fin, Monsieur Aho Bossi. Déjà, disons tout simplement que dans le cadre du programme d'éducation à la santé sexuelle qui est en train d'être déroulé au Bénin, il a été élaboré un outil de dialogue parent-enfant mis en place par le ministère en charge de la famille, certainement qui va le disséminer dans tous les CPS sur l'ensemble du territoire du Bénin. Et cet outil permet d'abord d'apporter des informations précises, claires et simples pour aider le parent à échanger avec l'enfant, mais il offre également les aptitudes, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter une information, mais il faut l'apporter avec un certain nombre d'habiletés, un certain nombre d'aptitudes pour que l'enfant puisse être conduit avec diligence. Et la dernière chose, c'est que les parents d'aujourd'hui doivent accepter de consacrer du temps pour les enfants. Nous courons trop pour le service, pour autre chose, mais nous avons besoin également d'avoir du temps pour les enfants. Votre mot de fin, Sœur Borsani. Merci. J'aimerais rappeler les deux objectifs de la sexualité qui sont c'est de s'aimer, d'apprendre à aimer et de générer la vie. Et on ne doit pas oublier ces deux objectifs avant de poser cet acte. Donc, aux jeunes, je dirais, aidez-vous
soignez, vous protégez votre identité et aux parents, aidez vos enfants à cette identité, qu'ils puissent apprendre vraiment à aimer et à donner la vie. Madame Faton. Oui, je dirais la même chose, que la présence des parents est importante pour l'éducation des enfants. C'est tellement important qu'ils doivent consacrer au moins un peu plus de temps qu'ils ne consacrent déjà pour veiller à cette éducation-là, voir ce qui est en train déjà de se développer dans la vie de ces enfants et savoir quelle réponse donner. Et c'est souvent la réponse à donner lorsque les enfants posent des questions, la réponse à donner que nous ne connaissons pas et qui fait que voilà, on rabroue les enfants presque en disant ne plus jamais poser, ne pose plus jamais cette question-là. Donc le temps est en train de passer, mais par exemple un enfant qui dit à sa maman ou à son papa, écoute papa, comment on fait un bébé? Et oui, le bébé se fait, c'est un acte d'amour et c'est les grandes personnes, les personnes âgées qui peuvent le faire. C'est un acte d'amour parce que c'est papa et maman qui le font ensemble. Ils vont te dire, mais comment est-ce que ça se fait? Et si tu peux lui dire, oui, papa dépose une graine dans la coquille de maman et dans un œuf dans le ventre de maman et ça germe, ça grandit et ça devient un bébé. Donc, trouver des mots vraiment qu'il faut adapter à l'âge, parce que ça, c'est pour un enfant de 3 à 6 ans. Mais quand il devient plus grand, on sait ce qu'on va lui dire. Mais ne pas dire du mensonge, parce que quand les parents mentent, les enfants le savent. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci. Monsieur Adéogun. Oui, merci. Je vais beaucoup plus insister sur la communication parent-enfant. Il faut faire de son enfant son ami pour que cet enfant ça le rapproche vraiment de vous. Et maintenant, à l'endroit des adolescents et adolescentes, il ne faut pas qu'un plaisir de 5 minutes bouleverse toute notre vie. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.